Nous a amené ici aujourd'hui. Donc étant donné que c'est dans l'ambiance de la soirée, la Bible, elle commence au début avec la Genèse par « Au commencement, il n'y avait rien ». Alors quand il n'y a rien, on peut expliquer ça en disant que c'est l'absence de quelque chose. L'absence de quelque chose, c'est le chaos. Quand il n'y a rien, c'est le chaos. Le chaos, c'est ce qui se passe quand il n'y a pas de structure pour organiser les hommes dans une société autour d'une chose qui les rassemble. Il y a quelques semaines, ensemble, en France, on s'est rassemblés autour de thèmes républicains, mais les cultures, avant d'avoir la République, elles avaient autre chose. Elles avaient les mythes, elles avaient les légendes, les symboles et les religions, qui chacune, à leur façon, chacun aussi, ont lutté contre le chaos. Zeus a enfermé les titans, il a enfermé le chaos. Odin a tué ses aînés, il a tué le chaos. Yahvé a tué le Léviathan, il a tué le chaos. Dieu a créé le monde et a donné les lois, il a tué le chaos. Toujours, les structures humaines, elles ont cherché à repousser le chaos et à se l'approprier au travers de héros, au travers de mythes, comme ce soir celui de Moïse. Parce que oui, c'est un mythe. Simplement, dans notre société à l'heure actuelle, avec les médias, le cinéma, Internet et toutes ces choses, chacun se réapproprie les mythes à sa façon. Le cinéma est un moyen de se réapproprier les mythes et de continuer à en parler. Ça va être moins pratique, là. Donc, on va voir rapidement ensemble comment le cinéma peut se réapproprier un mythe tel que le mythe de l'Exode du peuple hébreu et avoir un nouveau discours adapté à notre peuple, à notre société. Donc un mythe, qu'est-ce que c'est? Si on ouvre un Larousse, on lit la définition et ça nous dit « Récit mettant en scène des êtres surnaturels, des actions imaginaires et des fantasmes collectifs ». Alors une mère qui se sépare en deux, je veux bien que ce soit un fantasme. Simplement 400 000 personnes qui se déplacent d'un point A à un point B, c'est moins des êtres surnaturels. La notion de mythe à l'heure actuelle a été un petit peu perdue, un petit peu galvaudée. Mais un sociologue qui s'appelle Laurent Aknin a proposé une définition du mythe comme étant un récit mettant en scène des êtres surnaturels, certes, ou d'un temps révolu, tels qu'ils ont été véhiculés par les traditions de certaines cultures, de certains peuples et de certaines sociétés anciennes. Parmi ces récits, il y en a certains qui sont des récits fondateurs. Des récits fondateurs, par exemple la fondation d'une ville, la fondation de Rome par exemple, ou par exemple l'explication d'un phénomène surnaturel. Une mer qui se sépare en deux, aujourd'hui les géographes et d'autres personnes ont réussi à dire qu'en fait c'était, comme on l'a entendu dans le film, un détroit qui s'assèche à une certaine partie de l'année. Donc ce qu'on pouvait difficilement expliquer par le passé, aujourd'hui on peut l'expliquer. Comprendre le fonctionnement d'un mythe, c'est l'intérêt en fait de comprendre comment fonctionne notre société. Il y a deux personnes dans le monde, un peu plus, mais deux particulièrement, qui se sont attachées à ces points-là. C'est Joseph Campbell et Georges Dumézil. Joseph Campbell, il est américain, Georges Dumézil est français. Tous les deux, ils ont eu une théorie sur le mythe. Joseph Campbell a dit que pour lui, les mythes étaient tous identiques avec une notion, en fait, initiatique. Par le mythe, le peuple arrive à une culture commune et arrive à créer une société. Georges Dumézil, il a dit qu'avant d'avoir le mythe, il y avait le peuple qui créait le mythe. Donc pour un, c'est le mythe qui crée le peuple, et pour l'autre, c'est le peuple qui crée le mythe, au travers de la répartition sociale. Ces schémas-là, ils ont été réutilisés par le cinéma, forcément. On note d'ailleurs que les producteurs, c'est pour Benoît ça, les producteurs de Star Wars étaient de grands fans et de grands lecteurs de Joseph Campbell, comme quoi rien ne se perd. Donc cela, dans le cinéma américain, on a eu 3 changements de point de vue sur la notion du mythe. Pendant la guerre froide, c'était le mythe de l'Amérique très forte contre un ennemi, le rouge. Après la guerre froide, pendant les années 90 jusqu'en 2000, on a eu dans le cinéma américain un reflux, on va dire,
des thèmes bibliques avec les USA en sauveur. L'URSS s'étant écroulé, il ne restait plus que les USA, et s'il ne reste plus qu'eux, c'est que c'est les bons. Et ensuite, on a eu le 11 septembre 2001, qui a marqué le monde entier, notamment et surtout les Américains. Tout ce qu'ils avaient imaginé avant, les films catastrophes par exemple, était devenu réalité devant les caméras. La catastrophe est devenue le film réel devant les caméras. On a donc un discours qui évolue vers une nostalgie de l'âge d'or où l'Amérique était le sauveur, on va dire, jusqu'à un discours sur la vengeance et sur le redressement. Ce discours-là, d'ailleurs, on peut voir que dans la littérature américaine populaire, il a été popularisé justement par les comics. Les comics, il y en a un très célèbre qui a été adapté récemment au cinéma, c'est pas pour rien, qui s'appelle The Avengers, les Vengeurs. Donc on retrouve ces notions qui se diffusent dans les mentalités. Au cinéma, notamment, ces notions-là, elles ont été diffusées par deux genres. Le premier, c'est le péplum. Le péplum, c'est ce qu'on vient de voir ici. Non, pas tout à fait. Le péplum, c'était dans les années 60. C'était un peu la même chose que ça. Recréer un monde qui n'existe pas, créer un univers, et à travers cet univers imaginaire qu'on recrée de rien du tout, faire passer un message qui est adapté au temps dans lequel on produit ce film. On y rêvait à l'époque, dans les années 60, de la grandeur de l'Empire romain, on y rêvait de la Bible, parfois des deux ensemble, comme dans Ben-Hur, on y rêvait de l'opulence. Les années 60, il y a moins de crise économique, on va dire, et le cinéma américain pouvait se prendre à rêver de lui-même. Le genre a été surexploité et a disparu. Rapide topo, il est réapparu en 2000, bizarrement avec qui? Avec Ridley Scott, celui qui a fait le film qu'on vient de voir ce soir, avec Gladiator. Gladiator, c'est le dernier film avant 2014 à nous parler de l'Empire romain. Pourquoi? Parce que Gladiator est sorti en 2000, c'est-à-dire un an avant le traumatisme mondial des événements du 11 septembre. C'est le dernier à nous faire une parodie, un peu prévisionnelle certes, avec un empire romain qui vacille, qui s'effondre sur les principes sur lesquels il avait été bâti. Ridley Scott, avant ça, il avait travaillé sur créer des mondes imaginaires aussi, avec Blade Runner, avec Alien, où à chaque fois, on avait un message en sous-texte derrière le film. À chaque fois, on avait soit dans Blade Runner la violence du système et la déshumanisation, soit dans Alien, une critique des mégacorporations qui envoient des expéditions à gauche ou à droite sans vraiment trop se soucier de savoir ce que ça va faire. Mais à partir de Gladiator, Ridley Scott, il passe à autre chose. Avec Gladiator, il passe à un cinéma qui abandonne le message initial qui est de montrer quelque chose pour le dénoncer ou pour le conforter, selon le point de vue. Il abandonne ce message-là pour placer le spectateur dans un confort, c'est-à-dire on va vous montrer ce qu'on pourrait être, vous inquiétez pas, on va le redevenir. Et bien sûr, il fait la part belle à la pyrotechnie, comme on a pu le voir ce soir. Il nous prépare donc à la suite après 2001. Après 2001, on a à nouveau le camp des justes contre le camp des mauvais. Il y avait ça pendant la guerre froide, il y a à nouveau ça avec la lutte des justes pour la liberté contre les terroristes. Et après Gladiator, on a un genre qui apparaît, qui n'est pas vraiment du péplum, puisqu'il n'est plus dans l'univers des années 60, on ne peut plus l'appeler de la même façon. On a évolué, il y a 40, 50 ans qui se sont passés, on passe, alors les sociologues ils appellent ça d'une façon très scientifique le post-péplum, c'est faire chercher. Et les thèmes, ils ne sont plus l'Empire romain ou la Bible. Depuis 2000, les thèmes ce sont l'Asie, l'Orient et la Grèce. Pourquoi? Parce qu'en Grèce, on a la mythologie, on va dire le fantasme de la démocratie. Donc on va faire des films sur la démocratie grecque. Et puis à l'Est, on a l'envahisseur moyen-oriental. On rentre dans le même message de lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que là, on a deux discours qui vont s'affronter. On a des films comme Alexandre, par exemple, avec Colin Farrell, qui dure très longtemps, qui nous fait une critique en fait de l'Empire romain, une vision rétrospective sur, pas de l'Empire romain, pardon, des États-Unis, une vision rétrospective sur les États-Unis, où on voit l'Empire d'Alexandre se construire, devenir très puissant et s'effondrer parce qu'il perd sa notion, ses valeurs. Et à côté de ça, on a des films comme 300, qui portent un message assez réactionnaire et rétrograde,
Textuellement, c'est dit plusieurs fois dans le film, c'est force et honneur. On revient à des valeurs très simplifiées pour toucher beaucoup de monde très rapidement. De même, on assiste à quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant, c'est-à-dire la mise au premier plan des figures divines comme êtres de chair. Là, ce soir, c'est un petit garçon. Par exemple, dans le Choc des Titans, qui est aussi un péplum sur la Grèce et sur la mythologie grecque, on voit Zeus, on voit d'autres dieux qui sont joués par des êtres humains, forcément. On n'a pas de dieu sous la main pour tourner, donc on fait avec des êtres humains. Et donc, montrer les dieux, ça amène un troisième courant, qui est le courant fondamentaliste dans le cinéma, on va dire, péplum, avec par exemple Mel Gibson qui nous avait fait sa Passion du Christ, qui est entièrement dialogué en araméen, et où on fait vraiment, entre guillemets, vraiment mal aux acteurs pendant le tournage. Ces thèmes, les thèmes également passent, on va dire, de la mythologie fantasmée de la gloire de Rome à des thèmes beaucoup plus humains, beaucoup plus recentrés sur nous. Les héros changent. Ils ne portent plus tout un peuple, ce sont des humains avec leurs faiblesses. Par exemple, on a pu le voir ce soir, un thème qui est très réutilisé et qui existe depuis des temps immémoriaux, dans les légendes irlandaises. Alors, je vais mal le prononcer parce que je ne parle pas gallois, mais Cuchulainn, le héros irlandais qui a libéré 4 ou 5 fois l'Irlande en 30 ans, a toujours combattu avec son beau-frère. C'était comme son frère, ils ont été enlevés ensemble, ils ont toujours combattu ensemble. Pourtant, dans une de ses dernières batailles, sur un gué, il est obligé de s'opposer à lui parce qu'il ne prend pas la direction qui va l'amener, lui, à sauver l'Irlande une nouvelle fois. Et donc on voit que le conflit entre les deux faux frères ou les deux amis d'enfance, il est encore réutilisé ce soir, il a été utilisé dans des tonnes de liens, dans les comics, dans les romans, Arthur et Lancelot par exemple, ou dans plein d'autres choses. On se recentre au cinéma, on se recentre sur une des personnes plus humaines avec des défauts plus humains. Je me rappelle où j'en suis. Voilà. Le deuxième genre, après le péplum, qui nous amène à repenser cette mythologie du cinéma américain, ce sont les films de super-héros. Alors ça peut surprendre, a priori, comme ça, comparer Moïse à Superman, mais ça existe. Je vais prendre 2 exemples avant de développer un petit peu. Le premier exemple, c'est le film Hercule, qui est sorti en 2014, avec un catcheur dans le rôle titre, The Rock. Outre le fait, donc ce film, en fait, il nous reprend tout l'imaginaire, tout le fantasme du cinéma d'heroic fantasy à la Conan le Barbare avec Arnold Schwarzenegger, merci. Et donc, il nous transpose Schwarzenegger dans The Rock, il nous transpose Conan dans Hercule, on a la même imagerie cinématographique, et on arrive à un nouveau discours. Mais je dis super-héros parce que là, on peut penser que c'est grec, mais le film est en fait basé sur la réadaptation du mythe d'Hercule en comique par Steve Moore, qui est le petit frère d'Alan Moore, qui a lui aussi écrit des comics et réalisé le film Watchmen, par exemple. Steve Moore, lui, il nous donne une version de Hercule qui, en fait, n'est pas un héros grec, il nous donne une version d'Hercule qui est juste un très très bon communicant. Hercule, il va s'entourer de plusieurs personnes qui vont le précéder dans les villes où il va, et qui vont dire aux gens, il y a Hercule qui arrive, c'est un héros, c'est le fils de Zeus, il a tué le lion de Némée, il a nettoyé les écuries d'Augias, et dresser son portrait. Hercule, en fait, il n'a pas forcément fait grand-chose, on ne le sait pas, c'est jamais dit dans le film. Par contre, il a tout un tas de communicants qui vont faire sa publicité. On voit que c'est un thème qui est très contemporain, qui est très moderne. Le second cas, le second exemple, c'est justement Superman. Donc de Zack Snyder, qui est sorti en 2013 ou 2014, je ne me souviens plus la date exacte. Et dans ce film, on voit un Superman qui est en fait le pont entre deux mondes. Il est le pont entre l'humanité, il est arrivé sur Terre, il a été recueilli, élevé comme un terrien, et sa planète d'origine, Krypton, de laquelle il porte l'intégralité du patrimoine génétique en lui. C'est lui qui, en allant au fond d'une montagne, réveille, on va dire, la mémoire de Krypton, et c'est lui qui redonne naissance à son peuple. C'est-à-dire qu'à travers lui, son peuple se réexprime, c'est lui qui amène la justice en faisant sortir des prisonniers, et en cela, il joue aussi un peu le rôle de Moïse. C'est-à-dire qu'il va écarter l'espace entre deux civilisations pour les faire se rencontrer, puis se séparer à nouveau quand il voit que le mélange n'est pas possible. Un peu ce qu'a fait Christian Bale ce soir, si on veut. Et donc,
Voilà, c'est ça. La personnification de Superman en entité, on va dire, un peu biblique, elle est renforcée par le fait que tout le film, on appelle, ceux de son peuple, les Kryptoniens, appellent Superman, non pas Superman, puisque c'est le nom que les humains lui donnent, mais fils de El. El, c'était le nom de famille de son père. Comme, par exemple, dans La Passion du Christ, Jésus n'est pas appelé Jésus, mais fils de Dieu. On réfère toujours à quelque chose qui est plus haut. Donc on a un homme avec ses faiblesses, mais qui n'est pas là en tant que lui-même, mais qui est là en tant que représentation de quelque chose. On voit donc que les héros, ils deviennent aussi eux-mêmes les mythes fondateurs de nos sociétés. Le mythe, il s'héroïse, et le héros se mystifie. C'est-à-dire que les deux, en fait, s'imprègnent. On a d'autres exemples. Batman rappellera Samson ou Hercule. Wonder Woman est une Amazone. Et puis, on a un super-héros qui est encore plus explicite, qui s'appelle Shazam. Shazam, c'est formé des initiales de Salomon, Héraclès, Atlas, Zeus, Achille et Mercure. À l'heure actuelle, si vous allez dans un lycée, je l'ai fait la semaine dernière juste pour voir, et que vous demandez à des lycéens s'ils connaissent le mythe de Salomon, ils vont me répondre « oui, on connaît ». Shazam, il tire sa sagesse de Salomon. Aucun vous citera la Bible. Les mythes, ils disparaissent, c'est normal. Les mythes, ils se réadaptent. Et donc on a deux matériaux qui sont ceux de la fiction et ceux du mythe, qui se nourrissent l'un de l'autre et qui se répondent. Par exemple, en 2013 est sorti un film, en 2014 pardon, qui s'appelle Noé, de Daniel Aronofsky. Je ne sais pas si vous avez pu le voir. Ce film, il est adapté de la bande dessinée éponyme qu'a fait Daniel Aronofsky, puisqu'il est scénariste de bande dessinée. Dans cette bande dessinée, Noé est représenté comme de la même façon que Superman, en pagne, avec une cape rouge et des biscottos énormes. Noé, dans cette bande dessinée, sauve les animaux et sa famille du déluge avec, on va dire, un flegme tout super-héroïque. Et donc, on s'aperçoit que le mythe lui-même, le mythe de Noé, s'est imprégné, on va dire, du discours actuel sur les super-héros pour trouver un écho dans notre société et pouvoir se répéter. Et donc, cette réécriture, j'en arrive à la conclusion, vous allez bientôt pouvoir aller dormir, cette réécriture, cette répétition du mythe fondateur, elle sert en fait à assurer la pérennité de nos sociétés, à assurer le fait que nos sociétés continuent à se reconnaître dans quelque chose qui les rassemble. Cette répétition, bien sûr, elle n'est pas propre au cinéma. J'en ai parlé ce soir parce qu'il me semble qu'on est dans une salle de cinéma et que ça me semblait adapté. Mais elle se retrouve aussi dans la littérature. Elle se retrouve aussi dans les grands maîtres de la peinture. Combien ont repris l'exode des Sabines, l'enlèvement des Sabines, combien ont repris la naissance de Vénus, la Seine, et j'en passe. Elle se retrouve, bien sûr, dans la caricature, dans le dessin. Quand on parle, qu'on critique ou qu'on écrit sur quelque chose, on fait survivre quelque chose. On n'essaye pas de le tuer. C'est pour coller à l'actualité. On a d'autres thèmes que la religion catholique, mais bon, c'était le cas ce soir, c'est pour ça que je me suis attardé dessus, qui sont actuellement ramenés sur nos écrans de cinéma. Le même Ridley Scott a réalisé il y a quelques années Prometheus, un film qui reprend, on va dire, la mythologie d'Alien et qui l'enrichit. Enfin, c'est selon comment on se place. Le Prometheus, lui, il va amener des thématiques complètement raéliennes, de fin du monde, d'apocalypse et de désespoir. After Earth de Will Smith, il y a quelques années également, lui a amené sur les écrans les mythes fondateurs de la scientologie, l'éternel recommencement, etc. Tous les mythes passent par ce média qu'est le cinéma parce que c'est un média, avec la télévision et d'autres, qui sont dans l'air du temps et qui permettent de parler aux gens. Et je finirai en reprenant les mots du sociologue dont je vous ai parlé tout à l'heure, Laurent Aknin, ou Aknin, je ne sais pas prononcer, qui se pose la question suivante. Que faire quand l'imaginaire est devenu réel ? Inventer un nouvel imaginaire, hanté une fois de plus par l'idée de la fin du monde ? Est-ce que c'est un pur fantasme, une production d'une idéologie ou une nouvelle mythologie ? C'est bien sûr tout l'enjeu. Voilà, je vous remercie.